Oui, d'abord sur une première idée concernant la gauche et la droite. Pourquoi nous considérons que la notion de clivage gauche-droite est aujourd'hui obsolète? Dans un pays comme la France, une très grande majorité de la population ne donne plus aucun contenu aux différences entre la gauche et la droite. Et ils ont raison, parce qu'il n'existe plus de différence significative entre la gauche et la droite. Dire qu'on est de gauche n'a strictement aucune signification pour une immense majorité de la population. C'est chinois. Les débats rhétoriques sur la vraie gauche, la fausse gauche, la gauche radicale, la gauche anticapitaliste, patati, patata, les gens n'y comprennent rien. Donc il faut arrêter avec ça si on veut reconquérir l'esprit et le cœur des classes populaires. Le vrai clivage, la vraie contradiction n'est plus entre la gauche et la droite, elle est entre les classes dominantes et les classes dominées. Et c'est ce que nous voulons essayer d'expliquer. Parce que les classes populaires aujourd'hui en France, elles votent très fortement pour le Front National. Le vrai clivage, la vraie contradiction est entre les classes dominées et les classes dominantes. C'est l'analyse, le discours que nous voulons développer. Et nous voulons rassembler les classes dominées dans un schéma politique qui ressemblerait au schéma politique de la résistance en France, où l'éventail politique allait de la droite, une certaine partie de la droite, des gaullistes jusqu'aux communistes. Parce que sur les questions essentielles, la démondialisation, la sortie de l'ordre néolibéral mondial, notamment par la sortie de l'euro et de l'Union européenne, les grands partis de gauche et les grands partis de droite sont d'accord pour rester dans le système. Et donc, répéter que l'on est de gauche, que l'on veut rassembler la gauche, que l'on veut faire une politique de gauche, n'a absolument aucune influence sur la société, c'est même contre-productif. Il faut donc repenser les catégories politiques que nous avons l'habitude d'utiliser. Deuxième idée, là nos camarades se réclament de la gauche, si j'ai bien compris. Hein bon, ben vous voyez, on est à la même tribune. C'est pas parce que nous disons que la notion de gauche n'a plus aucune signification que nous allons nous-mêmes nous enfermer dans une rhétorique qui est totalement abstraite. Ça ne nous intéresse pas de savoir si vous êtes de gauche ou pas. On s'en fiche complètement. Ça, c'est un débat métaphysique. Ce qui nous intéresse, c'est ce que vous dites et ce que vous faites. Et si, dans ce que vous dites et ce que vous faites, vous défendez les intérêts des classes dominées, nous serons ensemble. Si des organisations qui se déclarent de droite se prononcent pour la sortie de l'euro et de l'Union européenne, dans certaines conditions et sous certaines conditions, nous pourrons faire des choses avec elles. Pendant la résistance en France et ailleurs, en Italie et ailleurs, il y avait alliance entre la droite et les communistes. En France, les gouvernements qui ont suivi la libération du territoire, il y avait des ministres communistes et des ministres de droite. Pourquoi? Parce qu'il y avait une telle pression populaire que la droite était obligée, en réalité, par le rapport de force, de prendre des positions favorables à l'intérêt des classes dominées. Et par exemple, en Grèce, une organisation comme l'EPAM, nous parlons avec eux, nous faisons des choses avec eux, nous pensons que le rassemblement doit les intégrer. Après, localement, chacun fait ce qu'il veut, mais nous, ça fait partie
de nos contacts et des organisations avec lesquelles nous pensons qu'il faut travailler parce que nous partageons sur des points essentiels les mêmes opinions. Puis troisième et dernier point, concernant la Grèce. Il y a une chose qui est frappante, c'est que ce référendum en Grèce intervient presque jour pour jour, 10 ans après le référendum français de 2005. Et ce référendum français en mai 2005 portait sur la question de l'adoption ou non de la Constitution européenne. Le peuple français a voté non à la Constitution européenne à 55%, comme d'ailleurs aux Pays-Bas. Et qu'ont fait les oligarques européens, français et les autres? Ils ont fabriqué le traité de Lisbonne, qui est en fait le résumé de la Constitution européenne. Et en France, après le vote négatif du peuple français par référendum, c'est le Parlement qui a adopté le traité de Lisbonne, c'est-à-dire un coup d'État parlementaire. Le Parlement français a annulé la décision du peuple avec le soutien actif des oligarques européens. Donc il ne faut pas être naïf et découvrir ou s'interroger sur le point de savoir si l'Union européenne est démocratique ou non. Nous savons déjà que l'Union européenne n'est pas démocratique. Et en plus, nous savons qu'elle ne peut pas être démocratique, puisque son but, précisément, c'est de détruire les souverainetés des nations. Et puis donc, 10 ans après le référendum français, le référendum grec, mais il faut se rappeler aussi la proposition du référendum de Papandréou. Il y a combien? 2, 3 ans? 4 ans? Je ne sais plus. Que s'est-il passé quand Papandréou, c'était un coup politique évidemment, mais ça a été le déchaînement des médias, des grands médias, le déchaînement des oligarques européens. Tout le monde est tombé sur Papandréou. Il a d'ailleurs tout de suite retiré sa proposition. Et donc, que risque-t-il de se passer là, avec le référendum grec? On risque d'assister à un déchaînement, à des hurlements des oligarques européens, du Fonds monétaire international, de la Confédération européenne des syndicats, de la gauche, de la droite, pour françaises et européennes, des grands médias évidemment, pour expliquer une seule chose. Si les Grecs votent non, ça veut dire la sortie de la Grèce de l'euro. C'est ça qu'ils vont dire. Ils vont faire la campagne là-dessus. Alors moi je me demande comment le gouvernement grec et Syriza vont faire pour expliquer que peut-être ça peut déboucher sur la sortie de l'euro, parce que jusqu'à présent, ils ont dit la même chose que les oligarques. Ils ont dit la sortie de l'euro, c'est la catastrophe. Or, la réalité, c'est que si le peuple grec vote non aux propositions de l'Union européenne, la Grèce ne peut pas rester dans l'euro. Ça, c'est la vérité. Dès lors que la menace du FMI, des institutions européennes, est de ne pas verser l'argent pour rembourser les prêts, privé de cet argent, comment va faire le gouvernement grec pour payer les fonctionnaires, payer les fournisseurs de l'État, faire les investissements à la trésorerie de l'État? Le gouvernement ne peut pas emprunter sur les marchés puisqu'il n'a plus accès aux marchés financiers. La seule solution est donc de redévelopper la monnaie nationale grecque, la drachme. Et en France, on connaît bien les référendums. Et ce que l'on dit, c'est que lors d'un référendum, les citoyens ne répondent jamais à la question posée. Ils répondent à une autre question. Et donc, en réalité, dans cette bataille du référendum, ce qui compte, c'est évidemment l'aspect quantitatif, avec le nombre de voix pour le non, et c'est une bataille, Moreno a raison, c'est une bataille tout de suite, demain, après-demain, il faut favoriser le non, il faut gagner des soutiens au non. En France, nous allons voir ce que nous allons
pouvoir faire par solidarité pour soutenir le peuple grec, parce que vous avez la responsabilité de montrer le chemin au reste de l'Europe. Il y a l'aspect quantitatif, mais il y a également l'aspect qualitatif. Et l'aspect qualitatif sera déterminant, parce que si les Grecs votent non avec une autre question que celle qui est posée par le gouvernement, et qu'ils votent non au maintien de la Grèce dans l'euro, ça ouvre la voie à des perspectives extrêmement intéressantes pour le peuple grec et pour l'Europe, le reste des pays européens. Mais, et c'est le dernier point, après des années de propagande pour faire peur autour de la sortie de l'euro, il faut expliquer en quelques jours, en des termes simples, qu'il n'y a non seulement aucune raison d'avoir peur de sortir de l'euro, mais que la sortie de l'euro, c'est l'avenir. Que c'est la condition pour résoudre les problèmes de la Grèce. Et qu'il faut expliquer concrètement comment faire pour répondre à l'absence, à la fuite des capitaux, comment il faut faire pour emprunter de l'argent sans les prêts des institutions européennes. Et donc c'est tout l'enjeu des quelques jours qui viennent, mais dans des périodes d'une extrême densité comme celle-là, les esprits s'ouvrent et les citoyens sont beaucoup plus réceptifs aux explications qu'on peut leur donner.